Bonsoir à tous, je suis le docteur Aurélien Frison, chirurgien du genou, et donc nous allons vous présenter ce deuxième cas clinique en compagnie du docteur Julien Amsalag, également chirurgien du genou, et toujours des docteurs Mignot et David Petrover, respectivement médecin du sport et radiologue. Donc ça va être un cas clinique un petit peu plus axé chirurgie du sport, comme vous allez pouvoir le voir. Discussion de dossier, donc présentation de dossier. Donc, il s'agit cette fois d'un homme jeune d'une vingtaine d'années qui est sportif et qui pratique un sport pivot contact, en l'occurrence le football, et qui vous consulte à 15 jours d'un traumatisme de son genou droit qui a eu lieu lors de sa pratique sportive. Lors de cet accident, il a ressenti un craquement suivi d'un gonflement, puis d'une impotence fonctionnelle de son membre inférieur droit. Il vous consulte donc 15 jours après ce traumatisme, accompagné de radiographies qui étaient normales, qui avaient été réalisées initialement juste après l'accident. Donc la question numéro 1 est vous suspectez d'emblée une rupture du ligament croisé antérieur chez ce patient. Quels critères de gravité devez-vous rechercher à l'examen clinique? Réponse A, un épanchement. Réponse B, un signe de Lachman positif dans le cadre d'un critère de gravité. Réponse C, une douleur à la face médiale du genou. Réponse D, une laxité dans le plan frontal. Réponse E, aucun critère de gravité. Voilà, vous avez donc 10 secondes pour répondre à cette question. Les votes sont terminés, donc on peut voir que une majorité d'entre vous ont répondu un signe de Lachman positif. Alors la réponse attendue était une laxité dans le plan frontal. Ça a été la deuxième réponse la plus donnée. Alors effectivement, on a voulu insister un petit peu sur ce point qui n'est pas toujours connu ou enseigné. Donc c'est la recherche d'une laxité clinique dans les jours qui suivent un traumatisme en torsion du genou avec une forte suspicion de ligament croisé antérieur. Le but donc, de cette recherche de laxité frontale est de rechercher des signes de lésions ligamentaires associées, notamment une rupture du ligament collatéral médial ou latéral, mais également une rupture du point d'angle postéro-interne ou postéro-externe. C'est vraiment des gestes simples de recherche de laxité en varus valgus, en extension et en flexion à 20 degrés, qui peuvent permettre d'orienter énormément le diagnostic de gravité, avec également une incidence sur la prise en charge éventuellement chirurgicale. Ça peut modifier une décision chirurgicale, mais également le délai dans lequel sera fait cette chirurgie. Voilà. Donc, ensuite, on passe à l'examen physique. Donc, il s'agit d'un patient qui mesure 1,80 m pour 75 kg, qui présente un genou variceux discret, un épanchement à 2 croix. Il n'existe donc pas de laxité dans le plan frontal, donc le signe de gravité n'est pas retrouvé. Les mobilités sont de 0-100, donc il n'existe pas de flessum. Et on retrouve un Lachman arrêt mou, c'est-à-dire IKDC-C. Vous suspectez donc une rupture du ligament croisé antérieur. Et je passe la parole à David Petrover pour la question imagerie. Donc, devant cet examen clinique assez caractéristique, on vous demande bien évidemment quel examen complémentaire va être indispensable pour pouvoir confirmer votre diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur. On propose 5 items: l'échographie du genou, des télos du genou, une IRM du genou, un arthroscanner du genou ou aucun de ces différents items. Et donc, heureusement pour les radiologues, vous avez demandé dans 50% des cas une IRM et 30% d'entre vous n'ont rien demandé, c'est malheureux. Et pourtant, c'est vous qui avez raison, puisque le diagnostic, vient de vous le dire, il est clinique. Donc, bien évidemment, vous n'avez aucun examen complémentaire à demander pour confirmer une rupture du LCA dans ce contexte avec un tiroir antérieur caractérisé. Aucun examen va venir vous confirmer le diagnostic. En revanche, finalement, votre patient, comme souvent, et heureusement pour les radiologues, vont faire une IRM. Mais ça a quand même un intérêt de faire cette IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM va chercher des lésions associées éventuellement à votre rupture du LCA. Et donc ici, votre patient a fait son IRM et l'IRM vous montre des petites anomalies et à vous de me dire ce que vous voyez. Et bien évidemment, vous avez vu qu'il existait une rupture du ligament croisé antérieur. Et on vous demande sur la question 3, à cette lésion, éventuellement, est-ce que vous voyez d'autres lésions associées, une lésion au moins associée?
On vous propose une rupture du ligament collatéral médial, le ligament latéral interne, anciennement appelé, le LCM. B, une rupture du ligament croisé postérieur, une anse de saut méniscal, une fissure du ménisque médial ou aucun de ces différents items proposés. Et on avait de nouveau 10 secondes environ pour répondre. Et donc la bonne réponse était, alors il y a vraiment énormément de réponses disparates, une anse de saut méniscal, une fissure méniscale médiale. La bonne réponse était une fissure méniscale médiale isolée. Alors certains ont dû tomber dans le piège qu'avait tendu ce cas, puisque effectivement, si vous regardez sur les images, vous avez à gauche une coupe sagittale T2 avec un ligament croisé antérieur qui est rompu, mais vous avez l'impression d'avoir une petite image qui bascule devant, un petit bitonio comme ça. En fait, ce sont des franges du ligament croisé antérieur qui peuvent basculer en avant, comme un cyclope. Donc, ce n'est pas une anse de saut méniscal. En revanche, vous avez effectivement une lésion du ménisque interne. Sur l'image frontale à côté, vous avez une vraie fissure, un petit trait horizontal en hypersignal T2 qui dissèque votre ménisque, ici dans son segment moyen. Donc, finalement, vous avez une lésion du ligament croisé antérieur totale associée à une fissure méniscale médiale, mais sans languette associée. Très bien, merci, merci David. On va passer la parole à Jean-Christophe, si tu veux bien, pour la question traitement. Bonsoir à tous. Donc, une fois que vous avez posé votre diagnostic, encore une fois, quel est le traitement de première intention que vous allez envisager pour ce patient? A, aucun. B, une chirurgie après rééducation. C, une attelle 6 semaines pour cicatrisation du LCA. D, une infiltration de PRP. E, une infiltration de corticoïdes. Donc, encore une fois, vous avez 10 secondes. Bon, excellent. À une écrasante majorité, vous avez répondu une chirurgie après traitement fonctionnel. C'est évidemment le cas. Alors, cette chirurgie après traitement fonctionnel, pour retrouver un petit peu de trophicité musculaire, laisser passer l'orage inflammatoire qui permettra d'avoir moins de complications après la chirurgie du croisé, quelle que soit la technique, tout en sachant que dans l'indication ici présente, en fait, on a une petite lésion méniscale qui fait que chez le sujet jeune et sportif qui pratique du sport pivot contact, on est véritablement sur une indication chirurgicale très licite qui se discute à peine et sur une semi-urgence pour pouvoir réparer également cette lésion méniscale. Pour revenir un instant au traitement orthopédico-fonctionnel de l'attelle de 6 semaines, on s'est rendu compte que en fait le taux de cicatrisation était moyen, la qualité de cicatrisation donnait pas toujours des cicatrices très fonctionnelles, les gens conserver des instabilités et surtout avec un très haut taux de re-rupture. Il y a actuellement des gens qui proposent chez les sujets un peu plus âgés, donc pas 20 ans et pas de sport pivot contact comme dans notre cas clinique ici, ce traitement orthopédico-fonctionnel avec une attelle qui est au départ avec une flexion, une extension limitée, qui propose associé à cela une infiltration de PRP. Alors c'est une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul et encore une fois, ces traitements doivent se faire à la carte à partir du moment où on a un genou qui est très instable avec des lésions méniscales traumatiques et des pratiques de sport pivot contact. La question d'une chirurgie après une rééducation courte de quelques semaines ne se pose pas. Très bien, merci Jean-Christophe. On va maintenant passer la parole à Julien Amsalag pour la suite du cas. Alors, bonsoir à tous. Donc, le patient revient avec un bilan complémentaire qui lui a été prescrit, donc avec ses clichés en télos. Les télos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi la laximétrie. C'est une machine qui fait ça, donc il y a une poussée qui va reproduire de façon objective et mesurée ce qu'on a cliniquement de façon subjective avec le test de Lachman. Pour que ça ait un intérêt, il faut le comparer avec l'autre côté, bien évidemment. Et ensuite, c'est des clichés qui ne sont pas systématiquement utilisés. On les utilise en certains cas quand il y a un doute ou bien une discordance avec l'imagerie. Par exemple, on peut trouver une laxité sur l'imagerie, on n'a pas de rupture franche ou bien inversement. On peut l'utiliser aussi dans les cas pour des études en pré- ou post-opératoire pour évaluer la correction qu'on a pu avoir. C'est essentiellement là qu'on utilise ces clichés.
Et ces clichés donc là, sont hautement significatifs, il n'y a aucun doute sur la laxité antérieure. On voit bien la différence entre les deux côtés. Et d'un côté, 30 mm, ce qui est vraiment énorme, hein. En général, on a plutôt des valeurs pathologiques à 6, 7, 8 mm. Dès qu'on est au-dessus de 10 mm de différentiel, pour nous, ça fait partie des grosses, entre guillemets, laxités qui peuvent modifier notre prise en charge chirurgicale. Donc, on va passer à la question numéro 5. Donc, Jean-Christophe a dit qu'on parlait de chirurgie et il a tout à fait raison d'en parler. Quel traitement chirurgical n'est pas envisageable chez ce patient? Réponse A, une plastie au tendon rotulien. Kenneth Jones, c'est la même chose, à peu de choses près. Réponse B, une plastie au DIDT. Réponse C, une suture du LCA. Réponse D, une ténodèse latérale associée à la plastie du LCA. Et réponse E, une plastie au fascia lata. La réponse est plutôt nettement en faveur, parce qu'il y a 2 tiers des gens qui ont répondu qu'une suture du LCA n'était pas envisageable. Et effectivement, ce traitement n'est pas envisageable car il ne fonctionne pas. Ça renvoie un petit peu à ce que dit Jean-Christophe sur les capacités de cicatrisation du ligament croisé antérieur. On a beau le suturer, il ne cicatrise pas. Donc, c'est des choses qu'on n'envisage pas. Et après, les différentes autres techniques, on peut tout à fait faire une plastie au tendon rotulien, aux ischios, au fascia lata, on va en discuter. Et puis, on parlera aussi un petit peu de la ténodèse latérale. Donc, juste quelques petites images pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de plastie intra-articulaire au tendon rotulien, ou Kenneth Jones, c'est la même chose, ou bien encore, on l'appelle os, tendon, os, parce qu'en fait, on prélève comme transplant une baguette osseuse au niveau de la rotule, la partie médiane du tendon rotulien, et puis une baguette osseuse au niveau du tibia. Ça nous servira de plastique, on ira mettre sous arthroscopie en intra-articulaire. On la fixe au niveau du fémur, on la fixe au niveau du tibia, et on a remplacé le ligament croisé et non pas réparé. Un autre type de plastie, c'est le DIDT. Donc DIDT, pourquoi on appelle ça DIDT? Parce qu'on va prélever le droit interne et le demi-tendineux. Le droit interne, maintenant, il s'appelle le gracilis. De la même façon, on va le préparer, ce transplant, en le pliant, comme c'est indiqué sur les schémas. Et après, à l'instar de ce qu'on a fait pour le Kenneth Jones, sous arthroscopie, on va aller remplacer le ligament croisé en passant dans un tunnel tibial, un tunnel fémoral. On le fixe au niveau du fémur, on le tend, on le fixe au niveau du tibia. On a remplacé le ligament croisé. Bien évidemment, dans toute cette chirurgie arthroscopique, s'il y a des lésions associées, notamment méniscales, on les traite dans le même temps. Ce patient qui avait une lésion méniscale, jeune de surcroît, on va traiter cette lésion en même temps, a priori en la suturant, cette lésion méniscale. Troisième type de plastie, c'est un troisième type de transplant. Donc, on va prendre le fascia lata, on prend une bandelette du fascia lata, donc sur la face externe de la cuisse, on la laisse accrocher au niveau du tibia en distal, et puis on va faire un tunnel fémoral de dehors en dedans, récupérer le transplant toujours sous arthroscopie en intra-articulaire, et venir le passer dans un tunnel tibial, puis après tension, le fixer. Donc on aura remplacé le ligament croisé antérieur, et en plus on aura un effet de contrôle supplémentaire de la rotation par cette ténodèse latérale. Donc c'est une chirurgie qui combine les deux. Et la ténodèse latérale, on en voit un autre exemple ici, c'est des chirurgies qui sont très à la mode, puisqu'il y a eu la description entre guillemets récente du ligament antérolatéral qui a été faite. Et donc le principe de la ténodèse latérale, c'est de venir faire un contrôle supplémentaire de la rotation. C'est un geste qui est associé à la plastie intra-articulaire. Il est plus fait de façon isolée. Pour mémoire, c'était les premières chirurgies ligamentaires. On ne remplaçait pas le ligament croisé antérieur. On venait faire uniquement cette ténodèse latérale. Et celle qui apparaît sur la droite de votre écran, c'est la plus connue, c'est ce qu'on appelle le Lemaire. Actuellement, c'est utilisé en complément d'une plastie intra-articulaire chez des patients qui ont eu une rupture du croisé déjà opérée, qui ont une re-rupture. Donc, on vient faire, entre guillemets, ceinture et bretelle en refaisant une plastie intra-articulaire et un contrôle et cette ténodèse latérale. Chez des patients qui ont des grosses laxités, ça renvoie à ce que je disais sur les télos, plus de 10 mm, ou des patients qui ont des ressauts rotatoires qu'on appelle explosifs, où on sent qu'il n'y a plus rien qui tient. Et encore chez d'autres patients qu'on sait à risque de re-rupture, ça va être des patients très jeunes,
ou bien des patients qui font des sports de très haut niveau avec un pivot contact important. Donc, ceux-là, on aura tendance à vouloir les, entre guillemets, verrouiller au maximum. Donc, ce sont différentes techniques qu'on utilise régulièrement. Et en tout cas, la suture du croisé, on n'en parle pas. Donc, ce cas clinique est fini. J'espère qu'il vous aura apporté quelques petites notions sur les ruptures du croisé, sur ce qu'il faut regarder cliniquement au début. C'est important de penser à vérifier qu'il n'y ait pas de lésions associées dans le plan frontal. On arrive toujours à le voir, parce que même si les patients ont mal, qu'on n'arrive pas à leur faire plier le genou, on arrive sur un patient en extension ou pseudo-extension à vérifier qu'il n'y ait pas de lésions dans le plan frontal, en externe ou en interne, qui nous ferait peut-être laisser une attelle plus longtemps ou bien faire une chirurgie plus rapide pour les plasties, notamment du plan externe. Pour le reste, je pense que vous avez compris pas mal de choses. Je vous remercie de votre participation et aussi les orateurs Jean-Christophe, David et Aurélien. Et on va pouvoir passer au cas numéro 3.